Cette vidéo est tout simplement le guide ultime du débutant au stoïcisme. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi cette philosophie, cette pratique qui date de plusieurs milliers d'années peut vous aider à complètement changer votre vie, faire face aux moments les plus difficiles et atteindre vos objectifs. Dans l'antique Chypre, 300 ans avant Jésus-Christ, résidait un opulent marchand du nom de Zénon. Et un jour, il perdit toute sa richesse lorsqu'un violent orage engloutit son navire et sa cargaison. Ce tragique caprice de la nature anéantit en un instant le travail de toute une vie. Mettez-vous à la place de Zénon. Comment auriez-vous réagi face à la perte abrupte du fruit de tant d'années de labeur, balayé par une force naturelle? Quelle aurait été votre réaction? La colère? La tristesse? Le désespoir? Pour beaucoup, ces réactions auraient été naturel, pas pour Zénon, le fondateur du stoïcisme. Zénon décide de rester calme. Il arrive même à transformer cette tragédie en point de départ du plus gros accomplissement de sa vie. En effet, ayant plus grand chose à faire, il décide d'entrer dans une librairie. Il tombe alors sur un livre de Socrate qui le fascine et il demande au libraire où est-ce qu'il peut trouver d'autres livres de la sorte. Et à ce moment-là, juste à côté de lui, un philosophe renommé de la ville qu'il va suivre et questionner. Il est passionné et très vite il se consacre à 100% à cette philosophie. Et même, il commence à avoir ses propres élèves avec lesquels il va quotidiennement discuter dans la rue à la fameuse colonnade publique de l'époque nommée Stoa Poikile, colonnade qui restera célèbre car elle a donné son nom à la philosophie dont on parle aujourd'hui, le stoïcisme. Zénon est un pilier important du stoïcisme, mais c'est seulement un des 4 autres hommes à qui on doit ce courant philosophique. Le premier, Sénèque, philosophe romain tragiquement connu pour avoir été le tuteur de Néron, un des pires empereurs romains jamais existé. C'est grâce à lui qu'on connaît l'une des citations les plus connues du stoïcisme, celle qui dit par exemple que nous souffrons infiniment plus dans notre imagination que dans notre réalité. Il y a aussi celle qui dit que dans la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Le troisième pilier du stoïcisme, c'est Épictète. On raconte que les gens parcouraient des centaines de kilomètres pour avoir la chance de l'entendre, et son influence perdure encore aujourd'hui. En effet, il a inspiré d'un des plus grands hommes de l'histoire, comme par exemple Theodore Roosevelt, qui emportait ses livres sur le champ de bataille. La 4e personne que j'aimerais vous présenter, c'est Marc Aurèle. On a même retrouvé son journal intime, Méditation, qui est aujourd'hui le livre le plus emblématique du stoïcisme. Il a marqué son histoire parce que c'est l'un des meilleurs empereurs romains de tous les temps. Durant son règne, il a été incroyablement sage, adoré du peuple et il a su conduire l'empire romain à travers des périodes extrêmement difficiles. Mais ce qui est le plus impressionnant avec lui, c'est simplement ses pensées et ce qu'il a écrit dans son livre qui encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, résonne et aide énormément de personnes. Les 5 grands principes fondamentaux. La première, la dichotomie du contrôle. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé. Le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. En gros, c'est tout simplement la croyance fondamentale qu'il faut savoir distinguer ce qui est 100% en notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Et de traiter ces deux choses de manière complètement différente. Parce qu'on a souvent tendance à s'obséder sur des événements dont on ne peut pas contrôler. Et au contraire, certaines personnes négligent certaines choses qui sont à 100% entre nos mains. Principe numéro 2, la recherche de la vertu. En gros, ça veut tout simplement dire être une bonne personne, faire preuve de morale, agir de manière juste. Dans le monde actuel, beaucoup de personnes se concentrent sur avoir le plus d'argent, avoir la meilleure santé, la meilleure apparence, la meilleure réputation. Mais ces choses-là sont pas des mauvaises choses. Pour les stoïciens, ces choses-là sont indifférentes. C'est mieux de les avoir si on peut, mais il ne faut pas tout sacrifier pour les obtenir. Parce que ces choses-là ne sont pas à 100% en notre contrôle. On retombe sur la fameuse dichotomie du contrôle. Le troisième principe du stoïcisme, c'est la nature comme principe directeur. Les stoïciens croient que tout ce qui nous entoure fonctionne selon un réseau de cause à effet qui aboutit sur une structure rationnelle et causale du monde de l'univers et ils appellent ça logos. Le monde est donc fondamentalement indépendant de nous, il nous doit rien. Les événements extérieurs ne sont donc ni bons ni mauvais et ce qui compte, c'est la manière dont on les interprète. Il faut arrêter d'être surpris ou de prendre personnellement certaines choses qui vont nous arriver dans la vie et même si elles sont négatives. La mort d'un proche, la trahison, les problèmes de santé, ce sont des choses normales qui sont vouées à arriver et qui sont simplement une partie naturelle de la vie. Et donc, on doit tout simplement les accepter. Et donc, comme le dit Épictète, ne demande pas ce qui arrive comme tu le désires, mais désire que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Le monde est ni juste ni injuste. Le monde est. Ce n'est pas contre nous, ce n'est pas pour nous, ce n'était pas prévisible. Il faut tout simplement accepter qu'il arrivera ce qu'il arrivera et apprendre à en être satisfait, que ce soit positif
positif ou négatif. Car ce qui va décider de notre bonheur ou de notre malheur, c'est la façon dont on va l'interpréter. Quatrième principe, la maîtrise des émotions. Un stoïque et un stoïcien, c'est totalement différent. Un stoïcien, c'est quelqu'un qui va suivre le stoïcisme, et un stoïque, c'est quelqu'un qui ne montre pas d'émotion. D'accord, le mot stoïque vient aussi du stoïcisme, mais c'est quand même quelque chose de différent. Dans le stoïcisme, il y a deux types d'émotions. La première, elles sont appelées les passions. C'est toutes les émotions qui sont irrationnelles et nuisibles. Et à l'inverse, on va avoir une autre catégorie, les eupathéia, qui sont les émotions rationnelles. Quand on applique le stoïcisme, quand on fait face à une émotion, eh bien c'est en fait de la catégoriser dans une des deux parties. Et donc on va suivre les bonnes émotions, les émotions rationnelles, et de ne pas suivre les passions. Il existe plusieurs stratégies que je vais vous donner, que je trouve assez passionnant et impressionnant. Toutes les stratégies qui ont été développées par les stoïciens pour surmonter ces émotions négatives. Prenons exemple de l'énervement. Est-ce que c'est une passion ou une eupathéia? Eh bien, on ne peut pas répondre aussi simplement. Chaque émotion peut être soit une passion, soit une eupathéia en fonction du contexte. Un exemple, imaginez que vous vous énervez contre un ami qui fait continuellement des remarques déplacées. Imaginons que vous avez ce pote, à chaque fois que vous allez au restaurant, il critique la nourriture, parle mal au serveur, etc. Et au bout d'un moment, ça vous énerve. Vous ressentez cet énervement et là, en tant que bon stoïcien, vous allez l'analyser. Vous êtes énervé parce que le comportement de votre ami est déplacé. Vous êtes énervé parce que vous l'aviez déjà dit plusieurs fois qu'il ne fallait pas avoir ce genre de comportement et que ça vous mettait mal à l'aise. Dans ce cas de figure, ce genre d'énervement peut être quelque chose de positif parce que ça va vous permettre peut-être d'être plus convaincant, d'intervenir de manière plus brute et plus stricte envers votre ami et il va vous permettre potentiellement de plus changer son comportement et avoir une influence positive sur le monde. Et donc vous décidez donc d'hausser la voix et de dire clairement à votre ami en le mettant un petit peu mal à l'aise devant tout le monde que c'est la 5e fois que vous lui avez dit et que vous ne supportez plus qu'il parle comme ça au serveur. Un stoïcien n'est pas passif. Un stoïcien peut s'énerver mais seulement si cet énervement correspond aux 4 valeurs dont on a parlé juste avant. Un autre exemple, imaginez dès le matin on vous annonce une mauvaise nouvelle. Vous êtes déjà énervé et puis quand vous allez au travail, il y a quelqu'un qui vous renverse son café sur vous et vous ressentez de l'énervement. En tant que bon stoïque, vous vous demandez quel type d'émotion c'est et là vous allez remarquer rapidement que c'est une passion parce que ça va vous pousser à être méchant avec un inconnu qui n'a même pas fait exprès. Cet énervement va vous pousser à créer des émotions négatives et donc vous n'allez pas faire preuve de justice et votre énervement ne va servir à rien, ça ne va rien changer à la situation. 5e principe, la conquête des moments difficiles. Un des points positifs de cette philosophie, c'est qu'elle permet vraiment de faire face aux souffrances de la vie et qu'il y a énormément de réflexions et de principes qu'on peut appliquer par rapport à tout ça. C'est le cas parce que c'est vraiment un des points centraux sur lesquels on réfléchit les plus grands penseurs de notre monde. Face aux moments difficiles, il y a plusieurs stratégies. La principale, elle retombe sur le principe numéro 1, la dichotomie du contrôle, où on va chercher à séparer les événements des réactions. Parce que bien qu'on n'a pas le contrôle de ce qui nous arrive, on a le contrôle de comment on l'interprète et comment on réagit. Maintenant, je vais vous parler des 5 pratiques stoïciennes clés pour améliorer votre vie. La pratique numéro 1, c'est de tenir un journal. La plupart des adeptes du stoïcisme faisaient l'effort de tenir un journal quotidien. C'est quelque chose qui peut énormément vous apporter. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai mis en place que très récemment et j'en vois déjà les bénéfices. Ça nous permet de faire de l'introspection. Ça permet aussi de réfléchir à nos pensées, à nos actions, et donc de les améliorer au fur et à mesure du temps. Et aussi de mieux se comprendre et donc d'adapter ses choix. Deuxième pratique, la visualisation négative. Comme son nom l'indique, ça permet simplement le fait de visualiser certaines choses négatives. Ça peut inclure la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, le fait de tomber malade, de foirer un examen, etc., etc. Ça a 2 bienfaits principaux. Tout d'abord, la préparation mentale. Parce que quand on s'imagine quelque chose de négatif nous arriver, déjà potentiellement on pense à comment les éviter, on pense à comment réagir si ça se passe, et finalement on se prépare aussi mentalement à accepter que ça se passe quand ça arrive. Le deuxième effet positif par rapport à ça, c'est la gratitude. Quand on s'imagine quelque chose de fortement grave, on prend conscience de la chance qu'on a. On va donc faire preuve de reconnaissance, et on va voir qu'au final que tous les petits problèmes qu'on a actuellement ne sont pas si graves comparés au fait potentiellement d'avoir une maladie grave ou de perdre un être cher. Pratique numéro 3, le memento mori. C'est un peu comme la visualisation négative, mais on va aller encore plus loin. On va tout simplement se rappeler qu'on va mourir. Memento mori, souvenir de la mort. Ça a plein de bienfaits différents. Par exemple, je vous invite fortement à regarder cette image. Je vous laisse faire pause. En rouge, c'est le nombre de semaines que les gens à peu près de 25 ans ont vécu et en blanc, le reste de leur vie. En gros, cette pratique nous permet de voir qu'on a très peu de temps. Ça nous donne donc un sentiment d'urgence qui peut nous pousser à mieux prioriser sa vie. Arrêter de perdre notre temps par exemple et donc de travailler sur les choses qui vont nous faire avancer. Ou alors de profiter à 100% de toutes les belles choses que
que la vie nous réserve. Comme le dit Marc Aurèle, tu pourrais quitter la vie à ce moment même. Permets-toi donc d'agir à chaque fois que tu le fais comme si c'était la dernière. Par exemple, comme l'a dit Sénèque, si tu veux te réjouir de la vie, alors pense à la mort. Pratique numéro 4, l'inconfort volontaire. Quand j'étais petit, ma mère me forçait à prendre des douches froides. À l'époque, je voyais pas vraiment l'intérêt. Mais voilà, maintenant, actuellement, j'ai 16 ans et maintenant, je prends que des douches froides. Prendre une douche froide, c'est tout simplement appliquer une des pratiques stoïques les plus importantes, qui est le fait de se confronter volontairement au danger et à l'inconfort. En le faisant, ça va encore une fois renforcer notre gratitude. Parce que après une période d'inconfort, on va réellement apprécier le confort. Pratique numéro 5, cultiver son bonheur. Tout d'abord, il faut savoir que notre bonheur doit découler de notre manière d'agir et pas des résultats qu'on obtient dans notre vie. Le bonheur, il vient des actions, il vient des comportements, des valeurs et non pas des événements. Pour cultiver ce bonheur, on a 3 pratiques principales. La première, la gratitude. Dans la société actuelle, on se contente toujours de penser à ce qu'on n'a pas au lieu de se concentrer à des choses qu'on a déjà. Deuxième principe, les stoïciens recommandent de vivre dans le moment présent. Il y a 2 millions, ils avaient compris le concept de pleine conscience. On utilise aujourd'hui, notamment dans la méditation. Les stoïciens recommandent de vivre chaque instant pleinement, éviter de se perdre dans nos pensées. Troisième point, l'autosuffisance. Les stoïciens mettent un point d'honneur à avoir la capacité, la compétence de se sentir heureux, peu importe les situations actuelles. Et ils prennent même comme défi le fait de réussir, rester calme, à ressentir de la paix intérieure et même dans les journées les plus difficiles avec les événements les plus tragiques.